On parle toujours du sang et de ses mystères, et on le considère comme une humeur particulière. Mais la lymphe est l'humeur de l'humeur, l'essence, le lait sanguin, un liquide tout à fait délicieux. Thomas Mann, la montagne magique. Pendant longtemps, la théorie des 4 humeurs cardinales, le sang, le mucus, la bile jaune et noire, représentant des principes contraires dans la nature, a été à la base de la médecine européenne. Il a fallu attendre le XIIIe siècle pour que la connaissance des vaisseaux sanguins commence à prendre forme. Dans un manuscrit perse, on trouve déjà une distinction entre le système veineux et le système artériel. L'esprit universel qu'était Léonard de Vinci avait probablement déjà, grâce à ses recherches anatomiques personnelles, fait certaines découvertes sur la circulation du sang. Andreas Vesalius, qui vivait au milieu du XVIe siècle et qui a réformé l'anatomie, a lui aussi contribué à éclaircir le mystère de la circulation du sang. Il y a environ 350 ans, l'anglais William Harvey a, pour la première fois, décrit de façon plus précise la circulation sanguine en cercle fermé, en découvrant que, chez les animaux, le sang est transporté dans une sorte de circulation. Cette découverte a fait sensation dans le monde médical. Enfin, les techniques dont nous disposons aujourd'hui ont permis d'établir l'anatomie des vaisseaux sanguins telle qu'elle nous est présentée de nos jours. Les médecins égyptiens savaient déjà, il y a 3000 ans, qu'il existait dans le corps humain un 3e système vasculaire. Hippocrate parlait de vaisseaux qui véhiculent du sang blanc. Aristote parle dans ses écrits de structures qui contiennent un liquide incolore. Pourtant, ces découvertes sont tombées dans l'oubli pendant près de 2000 ans. Il a fallu attendre le XVIIe siècle pour que le Milanais Caspar Azelius redécouvre les vaisseaux lymphatiques. D'autres savants, comme Pecquet ou Van Horne, ont rassemblé quelques autres éléments du puzzle que constitue le système lymphatique, ce qui a permis finalement à Thomas Bartholinus et Olaus Rudbeck d'établir un premier schéma d'ensemble du système lymphatique vers 1650. Olaus Rudbeck a décrit entre autres les valvules du système lymphatique, découverte qui elle aussi est tombée dans l'oubli pendant près de 100 ans. Il a été le premier à supposer que l'oblitération des vaisseaux lymphatiques provoquait des œdèmes. Toutefois, les descriptions qu'il a faites sont confuses et contradictoires, comme d'ailleurs celles d'autres savants. D'ailleurs, aujourd'hui encore, malgré toutes les techniques dont nous disposons, nous n'avons pas encore, et de loin, élucidé tous les mystères du système lymphatique. Aujourd'hui encore, la lymphologie est le parent pauvre de la science. Le mot œdème est un mot d'origine grecque qui signifie tuméfaction. On entend par œdème une augmentation visible et palpable de la quantité de liquide interstitiel. Contrairement à la circulation sanguine, qui est un système fermé, la distribution et la disposition des vaisseaux lymphatiques peuvent se comparer à un réseau de drainage à sens unique, dans lequel une partie du liquide tissulaire est ramenée vers le sang.
De plus, le système lymphatique remplit d'autres fonctions, par exemple des fonctions immunologiques. Voyons d'abord ici une coupe du réseau lymphatique superficiel. Pour plus de clarté, nous ne verrons par la suite qu'un seul vaisseau lymphatique à titre d'exemple. Le liquide du tissu interstitiel est recueilli dans ce qu'on appelle les vaisseaux lymphatiques initiaux. Nous voyons ici l'aspect d'un fragment d'un vaisseau de ce type en microscopie électronique à balayage. Voici également la coupe transversale d'un autre vaisseau. On voit nettement la structure fine du vaisseau et les cellules et fibres du tissu interstitiel environnant. Ces vaisseaux lymphatiques initiaux réalisent un réseau dans le tissu interstitiel. Nous en voyons ici un exemple dans la peau du dos du pied. À partir de ces vaisseaux, la lymphe est transportée vers le centre du corps par des vaisseaux lymphatiques de calibre de plus en plus gros. De segment du corps en segment du corps, on trouve sur la voie lymphatique des ganglions lymphatiques régionaux dont la tâche principale consiste à épurer la lymphe qui les traverse. Nous voyons ici des ganglions lymphatiques axillaires d'une préparation historique enrobés de cire et un ganglion lymphatique abdominal in vivo. Le nombre des vaisseaux lymphatiques ne cesse de diminuer alors que leur calibre ne cesse d'augmenter. Les vaisseaux lymphatiques provenant des diverses régions du corps se réunissent principalement dans le tronc lymphatique principal ou canal thoracique. Ce dernier chemine à l'intérieur de la cavité thoracique le long de la colonne vertébrale. On voit ici à droite le canal thoracique pulsatile, également figuré par un modèle historique en cire. Le canal thoracique s'abouche derrière la clavicule gauche, dans l'angle veineux gauche formé par la veine sous-clavière et la veine jugulaire interne, que l'on voit ici sectionnée. Chez l'homme sain, 1 à 2 litres de lymphe sont ainsi ramenés par jour dans la circulation sanguine. Les processus que nous décrivons maintenant se déroulent principalement au niveau microscopique, dans le tissu interstitiel. Ce modèle de peau montre la situation et les proportions des parties initiales du système lymphatique. Les vaisseaux lymphatiques sont représentés en vert et les capillaires sanguins en bleu et en rouge. Ce modèle plastique montre une coupe du tissu interstitiel à l'échelle microscopique. Les capillaires sanguins, avec leurs versants artériels et veineux, entourés de diverses cellules et fibres. L'espace intercellulaire, c'est-à-dire le tissu interstitiel, est rempli par une substance lâche, gélatineuse, qui est parcourue par les canaux prélymphatiques. C'est en empruntant ces canaux qu'une partie du liquide et des protéines atteignent les vaisseaux lymphatiques initiaux qui pénètrent dans le tissu interstitiel comme des doigts. C'est à ce niveau que débute le système de drainage lymphatique. Ce cliché, pris en microscopie électronique à balayage, montre les ramifications d'un vaisseau lymphatique initial. Pour simplifier, nous pouvons nous représenter l'échange de liquide entre les capillaires sanguins et le tissu interstitiel selon l'hypothèse de Starling de la façon suivante. Nous ne parlerons pas ici des érythrocytes ni des autres éléments du sang, car ce sont les protéines et l'eau qui jouent un rôle important dans la formation d'un œdème. Le liquide sanguin contenu dans les capillaires est caractérisé par une forte concentration protéique, c'est-à-dire par une pression oncotique élevée. Les molécules protéiques, représentées en jaune, retiennent l'eau, représentée en bleu, un peu comme le ferait un aimant. Toutefois, la pression artérielle dans le versant artériel des capillaires est plus élevée que la pression oncotique et que la pression dans le tissu interstitiel environnant. La pression artérielle l'emporte donc sur les deux autres pressions, de sorte que l'eau est éjectée depuis les capillaires dans le tissu interstitiel par ultrafiltration.
La paroi capillaire n'est directement perméable qu'au sang et aux petites molécules en solution dans le sang. Cependant, même les grosses molécules protéiques parviennent dans le tissu interstitiel par des mécanismes particuliers. Les molécules protéiques et le liquide sanguin apportent aux cellules les substances qui leur sont nécessaires et éliminent les déchets du métabolisme. Inversement, dans le versant veineux des capillaires, la pression oncotique des protéines est plus élevée que la pression correspondante dans le tissu interstitiel. La pression artérielle est plus faible. Il en résulte que, dans le versant veineux, le liquide tissulaire est réabsorbé à partir de l'interstitium. En résumé, dans le versant artériel des capillaires règne une pression élevée, tandis que dans le tissu interstitiel règne une basse pression. Il en résulte une ultrafiltration du liquide en direction du tissu interstitiel. En revanche, dans le versant veineux des capillaires, la pression oncotique est élevée, la pression veineuse basse et la pression oncotique du tissu interstitiel est basse. Il en résulte une réabsorption des liquides à partir du tissu interstitiel. 90% environ du liquide tissulaire, c'est-à-dire de l'eau et des déchets métaboliques dissous dans l'eau, sont ramenés à la circulation sanguine par l'intermédiaire du versant veineux des capillaires. Les 10% restants de liquide et de protéines, chargés eux aussi de déchets métaboliques, sont éliminés par le système lymphatique. Le liquide tissulaire et les protéines, qui doivent obligatoirement emprunter le système lymphatique, passent par les canaux prélymphatiques interstitiels et parviennent ainsi aux vaisseaux lymphatiques initiaux qui représentent le début du système de drainage lymphatique. Le vaisseau est constitué d'une couche de cellules endothéliales planes qui se chevauchent en périphérie. Ces cellules sont fixées au tissu interstitiel par des fibres. Les fentes qui séparent les cellules s'ouvrent à la manière d'une soupape à sens unique, si bien que le vaisseau se remplit, après quoi ces ouvertures se referment. Les prolongements vibratoires, c'est-à-dire les minces bords des cellules endothéliales, remplissent le rôle de clapet vibratoire et obturent le vaisseau lymphatique initial. Sur cette coupe d'un vaisseau lymphatique initial, on peut voir les cellules endothéliales planes. À un plus fort grossissement, on voit nettement le chevauchement des cellules endothéliales, c'est-à-dire les prolongements vibratoires. Le contenu du système lymphatique passe du vaisseau lymphatique initial dans le plus petit vaisseau lymphatique immédiatement suivant. Au milieu de l'image, on peut voir un capillaire et en bas un vaisseau lymphatique. Tout comme les veines, les vaisseaux lymphatiques sont munis de valvules, mais à la différence des veines, ils possèdent une dynamique propre, rythmée, péristaltique. C'est ainsi que la lymphe est transportée de valvule en valvule, par le jeu alternant de l'extension et de la contraction du vaisseau qui réalise un aspect de chapelet. On donne à ce segment qui est séparé par deux valvules le nom de lymphangion. La lymphe est ainsi transportée dans le ganglion lymphatique le plus proche. Les ganglions lymphatiques remplissent de nombreuses tâches. Ils filtrent les produits toxiques, les débris tissulaires, les cellules étrangères ou les micro-organismes et assurent d'importantes fonctions immunologiques. Cette coupe d'un ganglion lymphatique montre, à un fort grossissement, l'ultrastructure du tissu finement réticulé, réalisant une sorte de filtre.
Pendant son trajet qui la ramène dans la circulation sanguine, la lymphe traverse encore de nombreux ganglions lymphatiques. Mais il est également possible que des cellules cancéreuses parviennent dans les ganglions par l'intermédiaire des vaisseaux lymphatiques, puis s'y établissent et forment des métastases ganglionnaires, si les mécanismes de défense immunologique ne les inactivent pas ou ne les détruisent pas. Ces métastases ganglionnaires sont enlevées chirurgicalement, par exemple avec les ganglions de la région inguinale ou axillaire, ou encore détruites par irradiation. Il en résulte alors un blocage de l'écoulement lymphatique à la racine du membre, comme ici au niveau de la jambe. À ce niveau, le vaisseau lymphatique est interrompu. Les lymphangions tentent, mais en vain, de forcer ce blocage en se contractant de plus en plus, mais ils cessent progressivement leur activité. Les vaisseaux se dilatent, il apparaît une stase jusque dans les vaisseaux lymphatiques initiaux et les canaux prélymphatiques. Le système lymphatique est devenu insuffisant. Il s'accumule de plus en plus de protéines d'origine capillaire dans le tissu interstitiel, mais le système lymphatique ne peut plus les éliminer. La pression ocotique du tissu interstitiel s'élève et il se forme un œdème riche en protéines, c'est-à-dire un lymphœdème. On donne au premier stade le nom de lymphœdème réversible. Si l'on comprime le membre avec le doigt, il se forme un godet qui reste visible pendant assez longtemps. Il existe une stase dans les tissus, mais pas encore de lésions tissulaires secondaires. Au deuxième stade, qui porte le nom de stade spontanément irréversible, il existe déjà des anomalies tissulaires. Les protéines stagnantes provoquent une prolifération, une néoformation de tissus conjonctifs, et on observe souvent des dépôts lipidiques. Il est de plus en plus difficile de constater le signe du godet, car les tissus sont sclérosés et durcis. À la fin de ce stade, l'œdème n'est plus compressible. Le membre concerné est déformé par la tuméfaction. Le passage au troisième stade, appelé stade d'éléphantiasis par stase lymphatique, est progressif et souvent accéléré par des poussées inflammatoires en rapport avec des mycoses, un érysipèle, etc. Dans certains cas, le membre considéré prend des proportions monstrueuses. L'éléphantiasis rend le patient incapable de travailler et de gagner sa vie, et on peut constater une dégénérescence sarcomateuse, un lymphangiosarcome, lequel est généralement mortel. Le blocage de l'écoulement de la lymphe est une cause de lymphœdème. En cas de coexistence d'une insuffisance du système vasculaire lymphatique et d'un trouble de l'équilibre de Starling, on observe un autre type d'œdème. C'est ainsi, par exemple, qu'une insuffisance veineuse provoque une stase liquidienne, car l'ultrafiltration est augmentée alors que la réabsorption est diminuée. La teneur en liquide du tissu interstitiel et la pression hydrostatique de ce tissu augmentent. Le système vasculaire lymphatique répond à cette situation par sa fonction de soupape de sécurité. Les angions réagissent par une hyperactivité, c'est-à-dire qu'ils se dilatent et se contractent à des intervalles plus rapprochés. Le débit lymphatique peut atteindre 10 fois sa valeur normale. On décrit cet état sous le nom de insuffisance veineuse avec compensation lymphatique. Il n'y a pas encore d'œdème et on ne constate pas le signe du godet. Mais si la surcharge hydrique persiste, les capacités des vaisseaux lymphatiques sont dépassées.
Ces derniers sont certes encore sains, mais soumis à une surcharge. Ils ne peuvent plus compenser le trouble. Il apparaît déjà une stase dans les tissus et un œdème par suite d'une insuffisance phlébo-lymphodynamique. Au troisième stade, les vaisseaux lymphatiques deviennent pathologiques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus transporter autant de liquide que des vaisseaux sains. On donne à cet état le nom de insuffisance phlébo-lymphostatique. Le traitement du lymphœdème consiste essentiellement à éliminer la stase protéique par un exemple complexe de mesures physiothérapiques visant à réaliser un désengorgement. Ce traitement consiste en un drainage lymphatique manuel, un traitement compressif et des exercices de mobilisation. Le drainage lymphatique manuel stimule l'activité des vaisseaux lymphatiques, comme on le voit clairement au milieu de ce cliché. Il permet de drainer le liquide de stase par l'intermédiaire des vaisseaux lymphatiques collatéraux superficiels. Le traitement compressif permet d'augmenter la pression tissulaire. Il en résulte une réduction de l'ultrafiltration tandis que le retour lymphatique et veineux est augmenté. Les exercices de mobilisation, qui font partie du programme de physiothérapie visant à éliminer la stase, stimulent encore plus le retour veineux et lymphatique, en activant les pompes musculaires et articulaires. Dans certains cas, le traitement physiothérapique complexe de la stase est complété par une compression intermittente. Pour maintenir l'efficacité thérapeutique et prévenir les récidives, il est indispensable de poursuivre le traitement compressif. Pour ce faire, on ne peut utiliser que des bas compressifs élastiques réalisés sur mesure et dont le pouvoir compressif est déterminé par le médecin. Le lymphœdème est une maladie sévère qui a tendance à s'aggraver mais qui peut toujours être traitée avec succès, même au stade évolué, grâce à un ensemble de mesures physiothérapiques destinées à supprimer la stase.